site du Jeff, il est écrit très clairement quelle est la valeur ajoutée de chaque institution. Et c'est en fonction de cette valeur ajoutée-là que votre projet aura plus de chances d'avancer. On a vu dans le passé certains pays qui ont pris tout leur portefeuille et ont donné ça à une seule agence d'exécution. C'est vraiment le genre de choses que le FEM ne voudrait plus voir. Et donc, il faut comprendre que le choix de ces agences d'exécution doit être un choix raisonné sur la base de la valeur ajoutée de chaque agence. Le cycle de projet FEM est le suivant. La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir une lettre d'endossement et introduire un PIF. Le PIF, c'est la note conceptuelle, c'est le Project Information Form. C'est la note conceptuelle. Quand vous avez la lettre d'endossement et le PIF, vous soumettez au JEFSEC, c'est le secrétariat du FEM. Le secrétariat du FEM revoit le document et la durée dépend de la qualité du document. Et c'est pourquoi, encore une fois, la formation en formulation de projet JEF est extrêmement importante parce que ça réduit considérablement cette phase-là, ces deux phases-là, la phase préparatoire. Vraiment, la conception du PIF et le JEF ne passe pas beaucoup de temps sur ça quand c'est bien fait. Sinon, c'est des ping-pong, des va-et-vient. Vous soumettez votre PIF, le JEF le revoit. S'il y a des commentaires, il vous le renvoie. Vous adressez le commentaire, vous renvoyez jusqu'à ce que ça passe. Et une chose qui est importante à savoir au niveau du JEF, c'est que vous n'avez pas d'amis pour vous aider, il n'y a pas de trucs politiques et autres. Tant que le projet n'est pas bon, il n'est pas approuvé. Et donc, à ce niveau-là, si vous êtes une agence d'exécution, si vous occupez un poste de responsabilité, vous vous amusez à prendre un ami consultant pour vous faire un projet JEF, c'est du temps perdu parce que tant que le projet n'est pas technique bon, il ne sera pas approuvé. Et donc, à ce niveau-là, vraiment, il faut s'assurer d'avoir les bonnes ressources pour aller vite. Donc, quand vous avez soumis le PIF sur la base de la lettre d'endossement, le JEF revoit. Une fois que le JEF approuve le PIF, vous allez à la phase préparatoire. Le PPG, c'est le Project Preparation Grant. Vous allez à la phase préparatoire du document détaillé de projet. Et c'est là où c'est intéressant avec le JEF, parce que le JEF fournit des ressources conséquentes en fonction de la taille du projet. Je reviendrai sur les différentes tailles, les MSP, les projets de taille moyenne et de grande taille. Mais à cette phase du PIF, vous annoncez déjà votre intention, vous y mettez les fonds préparatoires dont vous avez besoin pour préparer le document détaillé de projet. Et en général, cette phase-là se fait avec des consultants. Toutes les agences d'exécution recrutent des firmes ou des individus, des consultants pour faire le document détaillé de projet qu'on appelle le CEO Endorsement Document Request. C'est le CEO Endorsement. Et là également, ça prend un peu plus de temps, mais également, cette phase dépend de la qualification, du niveau d'expertise des consultants que vous avez pris. Et une fois que vous avez soumis là également, ça devient beaucoup plus sérieux. La revue par le secrétariat du FEM est beaucoup plus sévère. Et parce qu'il envoie ça au STAP. Le STAP, c'est le comité scientifique de revue du FEM, qui regroupe de très grands experts qui vont regarder point par point, voir s'il n'y a pas de duplication. Une chose que je dois vous dire également, à chaque fois que vous soumettez un projet, une requête de financement FEM, le secrétariat du FEM, dans son processus de revue, le distribue aux 18 autres agences d'exécution du FEM. D'abord pour voir s'il n'y a pas de duplication avec ce qu'ils sont en train de préparer ou ce qu'ils ont déjà fait. Et ensuite pour permettre également aux techniciens dans ces institutions de faire la revue. Donc vous voyez que c'est une revue extrêmement rigoureuse et que dans ces institutions-là, quelquefois, il arrive qu'on tue des projets, qu'on rejette des projets sur la base de tous ces commentaires-là. Donc encore l'idée une fois, le rappel, qu'il faut une très grande expertise pour faire passer un projet JEF. Une fois que le projet est approuvé, on va à la phase de mise en œuvre. Cette phase-là, beaucoup de gens sont familiers avec ça, mais il y a tous les processus de reporting et autres et tout. Ensuite, la phase de M&A. Donc, de façon générale, voici le cycle de formation. Maintenant, la difficulté
il arrive quelquefois que des projets soient trop longs, et d'ailleurs, certaines agences d'exécution ont la réputation de faire traîner les projets. Mais là encore, c'est lié à plusieurs facteurs. Un premier facteur, c'est la dissonance qu'il y a entre les procédures du FEM et de ses agences. Vous prenez par exemple les banques multilatérales de développement. Ces banques ont leur propre processus d'approbation des projets. Et que les projets FEM, comme par essence sont des projets additionnels, sont des projets incremental comme on dit, doivent nécessairement s'aligner ou être en phase avec les processus d'approbation des projets. Et quelquefois, il y a des difficultés à ce niveau-là. Il y a un problème de timing. Et ce qui peut rendre l'approbation interne, avant même d'aller au niveau du secrétariat du FEM, l'approbation interne dans certaines agences d'exécution très longue et qui peut expliquer la longueur des procédures et la complexité. Parce que ceux qui déposent des projets FEM ne voient pas tout le temps la lisibilité, surtout quand le baseline, le gâteau, relève d'un autre département. Vous prenez par exemple un pays qui demande un financement à une banque, telle que la BAD par exemple, un projet d'agriculture, que la banque accepte de financer. Ce projet doit être piloté par le ministère de l'Agriculture. Mais il y a un programme de FEM de lutte contre la dégradation des terres qu'on met dessus, qui doit être piloté par le ministère de l'Environnement. On a 2 ministères pour un projet qui a un surcoût FEM. Et c'est un niveau de complexité supplémentaire qu'il faut gérer également. Et ça peut expliquer des lourdeurs. Il y a la faiblesse organisationnelle, la faiblesse des capacités organisationnelles et individuelles des agences d'exécution. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça peut même paraître surprenant, mais beaucoup parmi ces 18 agences d'exécution ont de très faibles capacités, aussi bien organisationnelles qu'individuelles. Je parle par expérience, et ce qui fait que elles ont même des problèmes pour initier et traiter et surtout encadrer techniquement l'élaboration de ces documents. Ce qui fait que la lourdeur est à leur niveau. Et ça également, c'est une question qu'il faudra traiter, mais là, c'est avec les agents d'exécution avec qui nous parlons et qu'il est stratégique de développer aussi bien leur capacité organisationnelle, parce qu'il faut être organisé de telle sorte à pouvoir recevoir, traiter, donner l'appui technique à ceux qui sollicitent des projets et également avoir les capacités nécessaires pour pouvoir interagir avec le FEM en tant qu'agent d'exécution. Et pour ça, le FEM leur donne quand même beaucoup de moyens, parce que retenez à ce niveau-là que pour les agents d'exécution, chaque projet approuvé fait l'objet d'un overhead. Il y a des frais administratifs qu'on paye à ces agences et ces frais administratifs devraient essentiellement être orientés vers le renforcement des capacités organisationnelles individuelles. Mais ça, nous en reparlerons quand nous parlerons des business models à développer. L'autre capacité également, c'est la faiblesse des consultants. Parce que les consultants, quand je parle consultants, je fais allusion aussi bien aux firmes qu'aux individus. Les consultants également, il arrive, et il m'est arrivé personnellement quand j'étais au PNUD FEM, de recruter des consultants et de finir à faire moi-même leur travail parce qu'ils n'arrivent pas à délivrer, ils n'ont pas les capacités. Donc, il est extrêmement important de recruter des consultants avec de bonnes capacités. Parce que pour un projet, 2 projets, quand on est agent d'exécution, on peut le faire. Mais quand on a 10, 15 projets ou 20, comme quand j'étais au PNUD, il n'est pas possible de se substituer aux consultants et c'est même pas le rôle des agents d'exécution. Donc, il est important pour les consultants d'avoir les capacités parce que c'est beaucoup de problèmes quand vous prenez un projet, un contrat pour l'élaboration d'un PIF et que vous n'arriverez pas à délivrer. Donc, et tout ça font que le cycle des projets, la période d'approbation est très longue. En moyenne,
disons une bonne moyenne, normalement, ça ne devrait pas dépasser 8 mois. Personnellement, j'ai fait des projets en 6 mois, ce qui est un record. De l'initiation du PIF à l'approbation du CEO endorsement, il m'est arrivé de le faire à plusieurs reprises dans les 6 mois. Mais pour d'autres, j'ai vu des projets faire 1 an, 2 ans plus. Et même le GEF, maintenant, le FEM, a une règle qui fait que quand un PIF est approuvé, au bout d'un certain temps, quand le PPG, le CEO endorsement n'est pas délivré, le FEM tue le projet, il l'annule. Donc, on ne peut plus se permettre de faire traîner des PPG comme ça. Maintenant, quel est l'intérêt que devrait avoir pour le FEM les différentes parties prenantes? J'ai pris essentiellement 3 grands groupes. Le premier groupe, ce sont les États. Les États, ce sont les principaux acteurs du droit international de l'environnement. Ce sont les États qui signent les conventions. Ce sont les États, les principaux sujets de droit en matière de gouvernance internationale de l'environnement. Et tous ces fonds, tous ces mécanismes a été mis en place pour leur permettre de faire face aux questions d'intérêt pour l'environnement mondial. Et à ce titre-là, l'idée qui a prévalu à la mise en place du FEM, c'est que les États n'avaient pas à s'endetter pour des questions qui relèvent de l'environnement mondial, qui relèvent d'un intérêt commun, qui relèvent d'un individu qu'est la Terre. Et donc, on leur a dit, OK, vous n'aurez plus besoin de vous endetter pour financer la conservation d'un fleuve transfrontalier, la conservation d'une espèce. On va mettre en place un dispositif pour vous permettre d'avoir des fonds additionnels, des dons additionnels pour vous permettre de faire face là, de sorte à pouvoir alléger les services de la dette. Et ça, c'est important. Parce que le Fonds pour l'environnement mondial est hébergé dans beaucoup de pays, dans le ministère de l'Environnement, ils pensent qu'il est spécifiquement dédié au ministère de l'Environnement. Ce n'est absolument pas la logique dans laquelle le FEM a été créé. Le FEM a été créé pour alléger les services de la dette et faire en sorte que les États ne s'endettent pas pour des questions qui relèvent d'intérêt mondial. Et donc, ce qui fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un projet qui s'endette pour un projet d'agriculture, qui veut préserver la question de la productivité des sols, l'avancée contre la désertification, peut recourir au FEM pour financer des surcoûts. La même chose, un État qui s'endette pour faire une route, une infrastructure, et que cette infrastructure, pour conserver une biodiversité, par exemple, dans le domaine, une quelconque biodiversité, peut recourir à un projet FEM de conservation de la diversité biologique qu'il met au-dessus de ce projet d'infrastructure. Donc, vous voyez la logique qu'il y a dans les FEM. Ce n'est pas spécifiquement un mécanisme réservé au ministère de l'Environnement, bien au contraire. Et qu'un projet FEM peut utiliser n'importe quel gâteau, aussi bien dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des transports, parce qu'en mettant en place un dispositif de transport en commun et autres, les États contribuent à la lutte contre les effets, la réduction des effets de gaz à effet de serre et peut solliciter un projet GEF en dessus d'un projet de transport. Donc, vous voyez, les cerises, on peut les mettre sur n'importe quel gâteau. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça que les États doivent raisonner l'utilisation des ressources faibles. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il est exclusivement réservé au ministère de l'Environnement et même pire, à certaines directions du ministère de l'Environnement pour certains. Par contre, il y a des États qui l'ont bien compris au point de loger le point focal opérationnel du FEM au niveau du ministère des Finances pour justement lui permettre de faire cet arbitrage-là. Et que stratégiquement, si je prends le cas du Sénégal, les fonds FEM pourraient être utilisés à bon escient si on les mettait au-dessus des
activités stratégiques du plan Sénégal émergent. Il y a des activités qui ont de l'intérêt pour l'environnement mondial et qui peuvent venir booster, catalyser ce que l'État vise dans ce plan émergent. Donc, c'est dans cet esprit-là que les États doivent raisonner les coûts incrementaux, les coûts additionnels du FEM. Pour les agences d'exécution du FEM, ce sont des intermédiaires. Et ce qui est important et stratégique pour les agences d'exécution du FEM, c'est qu'elles ont la possibilité de développer un business model qui leur garantisse une autonomie financière. Et je parle par expérience en tant que conseiller technique régional du PNUD-FEM, où on avait une entité, elle existe toujours d'ailleurs, du PNUD-FEM, extrêmement efficace et qui a bâti un business model vraiment remarquable pour garantir son autonomie financière et qui s'articule notamment sur une très bonne gestion des frais administratifs qu'on appelle les overhead que le FEM donne et qui s'élève entre 8 et 10% pour chaque projet approuvé par le FEM. L'agence d'exécution qui l'a fait passer reçoit des frais administratifs. Et c'est un peu ça qui avait justifié la ruée vers l'or et que les agences d'exécution qui avaient bien compris cela ont pu amasser vraiment des projets, même certains qui ne relevaient pas de leur domaine, juste pour encaisser les overheads. Mais toujours est-il que chacune des 18 agences d'exécution a intérêt à développer un bon business model par rapport à cela. Ça, c'est d'une part. Et également, parce qu'en plus des frais de gestion, des frais administratifs que l'agence reçoit et gère de façon autonome, il y a les frais de gestion du projet qui sont différents. Et les frais de gestion du projet vont à la gestion du projet et sont en général dans le budget du projet. Donc, pour les agents d'exécution, l'intérêt, c'est que le FEM fournit vraiment des ressources aussi bien pour ces agences pour développer un business model autonome, mais également pour la préparation des projets et autres. Et donc, ce qui leur permet vraiment de pouvoir, parce qu'elles ont un rôle non seulement d'intermédiation, mais de renforcement de capacité envers les bénéficiaires aussi. Pour les consultants, je l'ai dit tout à l'heure, les consultants, que ce soit des consultants individuels ou des firmes de consultation, il y a une niche extraordinaire pour ce groupe de stakeholders à développer des projets JEF. Et je parle par expérience. J'ai été certes à ce niveau-là, mais j'ai également été consultant. D'ailleurs, quand j'ai quitté le PNUD-FEM, j'ai travaillé pendant 4 ans uniquement à développer des projets JEF. Et ça fait partie des moments où j'ai été quand même financièrement les plus heureux de ma carrière. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis revenu dans cette catégorie-là, avec notamment la mise en place de cette structure G2P qui maintenant me permet de passer à titre de consultant individuel, à titre de firme de consultation. Et c'est juste pour dire que c'est une niche extrêmement importante pour les consultants qui ont des capacités de développement des requêtes fermes. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour passer des PIF aux documents de projet détaillés, les agences, aussi bien les agences d'exécution que les États, ont systématiquement recours à des consultants. Et comme je vous l'ai dit, on ne vous choisit pas parce qu'on vous connaît, on vous choisit parce que vous savez faire le job, parce que vous pouvez délivrer. Et ça, c'est les consultants qui délivrent, les agences les connaissent très bien, les États les connaissent très bien. Et à ce niveau-là, il m'est arrivé pendant le temps où j'étais consultant que des agences réservent à l'avance sur l'année des jours de consultation puisqu'ils sont sûrs d'avoir une compétence qui leur permette de développer et de faire passer des projets. Donc, c'est une niche importante pour les consultants et eux, plus que quiconque, devraient travailler à développer des compétences pour le développement des projets JEF. Et donc, pour avoir plus d'informations sur les questions du FEM,
Je vous invite d'abord à regarder le site. Il faut visiter vraiment le site du FEM, le site Jeff Web. Vous avez toutes les informations dedans. Le seul problème pour les francophones qui sont pas très fluents en anglais, ils pourront pas comprendre. Et là également, je vous invite à développer vos capacités en anglais parce que c'est une ressource importante pour comprendre ce qui se fait dans le FEM. Toutes les informations ici, y sont. Il faut quand même reconnaître que le FEM fait beaucoup d'efforts pour traduire certains documents stratégiques dans d'autres langues, notamment en français, en espagnol et autres. Mais pour l'essentiel, les documents sont en anglais et que tous les documents sont au FEM. Il n'y a rien de confidentiel. Si vous cherchez un document de projet, un PIF, si on soumet par exemple un appel d'offres pour faire un PPG, en général, ils ne donnent pas les PIF, mais vous pouvez trouver les PIF en cherchant sur le site du Jeff, vous le trouverez. Si vous cherchez une information sur l'allocation de ressources actuellement au niveau du Jeff pour un pays, le Sénégal, quelqu'un vous soumet un projet pour le Sénégal dans les ressources Jeff, vous regardez sur les ressources STAR, est-ce qu'il reste quelque chose? Vous allez sur le site du Jeff, on vous dira combien le Sénégal a eu, combien ils ont utilisé et combien il leur reste. Donc, il y a rien de confidentiel, c'est un bon truc. Le Jeff a également un cours introductif de présentation du FEM. Et j'ai mis le lien ici. Vous pourrez faire cette certification. C'est une certification, je dirais, basique. Elle est basique, elle vous donne des informations de base, mais elle est importante parce qu'elle vous permet de comprendre et d'évaluer votre niveau de compréhension sur le fonctionnement du FEM. C'est une formation entièrement en ligne. Vous pouvez, à la sortie même de ce webinaire, vous connecter et avoir un certificat qui est délivré par le Jeff. Ça vous donne des informations, mais ça ne vous permet pas de vous qualifier pour faire développer un projet Jeff. C'est un autre niveau de compétence. Et c'est là où GDP intervient, parce qu'à ce jour, il n'y a aucune structure qui vous forme à formuler des projets Jeff. Et c'est là tout le sens de notre offre de formation que nous faisons pour développer la capacité de ceux qui le voudraient à être vraiment capacités à être des experts pour développer des requêtes de PIF, mais également à faire de CEO endorsement. C'est un autre niveau de compétence et nous avons l'expérience, nous avons eu par le passé à former plus d'une centaine de cadres en Afrique et c'est d'autant plus intéressant que nous le faisons en français. Parce que si vous voyez bien, tous les documents du Jeff sont en anglais et nous avons la capacité de le faire entièrement en français. Mais il faudra toutefois retenir que même si vous développez votre PIF en français, il faudra le traduire. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le Jeff également fournit des ressources pour la traduction. Et dans les pays francophones, d'ailleurs, il est recommandé quand vous développez un PIF de le faire dans la langue de travail pour permettre une bonne participation des parties prenantes. Et c'est seulement après le processus, après validation des documents, qu'il faudra le traduire. Sinon, vous risquez de biaiser le processus. Parce que par expérience, j'ai vu des consultants qu'on a recrutés qui ne parlaient qu'anglais, qui ont fait directement le document en anglais, mais ça a lourdement biaisé le processus et vous loupez beaucoup d'informations. Et encore une fois, quand on formule un projet Jeff, ce n'est pas un document de projet du consultant, ce n'est pas un document de projet de l'agence d'exécution, mais c'est un document de projet du pays, des parties prenantes et des bénéficiaires. Donc, il est essentiel de s'assurer d'une bonne participation et ça, le FEM y tient absolument. Donc là, c'était pour aller plus loin et donc, pour finir, GDP offre une formation de certification qui vous qualifie réellement en tant qu'expert en formulation de projet. Et je vous expliquerai, je donnerai les détails de ce programme-là à la fin dans la troisième partie de cette présentation. Pour en arriver à l'élaboration à proprement parler du premier document de la requête de financement FEM, qu'on appelle le PIF, Project Information Form, il faut passer, disons, par un premier processus, une première étape qui est essentielle, c'est l'identification de l'idée de projet FEM. Il faut apprendre à penser Jeff, et ça c'est critique. Et après,
après avoir expliqué cet aspect-là, je vais aller un peu dans le processus d'élaboration du PIF, Project Information Form, et également dans le processus d'élaboration des CEO Endorsement, qui sont les deux principaux documents de requête à soumettre aux femmes. Vous soumettez d'abord un PIF. Quand il est approuvé, on vous donne de l'argent préparatoire pour soumettre le CEO Endorsement, qui est le document détaillé de projet. Donc, pour en venir à l'identification d'une idée de projet FEM, et c'est vraiment là où tout se joue. Avoir la capacité de penser en termes de cerise sur le gâteau est essentiel. Think out of the box. Pour concevoir un projet FEM, c'est pas le même type de raisonnement que les autres projets. Quand bien même que ce soit un projet, suivre les principales étapes de développement de projet, notamment l'initiation, la planification, la mise en œuvre, suivi, évaluation et autres, mais de par sa nature à générer des bénéfices additionnels, incremental cost, les projets FEM sont raisonnés d'une façon assez spécifique et comme je l'ai présenté tout à l'heure, construisent sur le principe de bénéfice pour l'environnement mondial et pouvoir réfléchir en termes disons, savoir réfléchir FEM est vraiment une capacité essentielle. Et ça, bien sûr, l'information va vous donner ça, la formation va vous donner ça, mais c'est également la pratique et l'expérience qui vous donnent ça. Et vous devrez arriver à un moment où dès que vous regardez un gâteau, vous devez savoir la cerise qui va dessus, celle qui ne va pas dessus. Ça, c'est une grande capacité, même sans aller très loin. Commencez par le baseline, vous regardez le baseline et vous vous dites, hey, sur ce gâteau-là, cette cerise-là devrait aller le mieux. Et c'est vraiment une expertise, une capacité à développer. Et encore une fois, ça tient à votre niveau d'information et de formation. Et là, c'est de façon théorique, mais je vais vous montrer de façon pratique comment tout ça s'articule. Là, j'ai l'exemple d'un projet FEM que j'ai conçu, que j'ai initié avec la BAD, à partir d'un gâteau que la Banque africaine de développement avait financé. C'est le Préfilag. C'est le Préfilag, c'est le projet de restauration des fonctions économiques et écologiques du lac de Guiers. À l'origine, c'est un projet initié par le gouvernement du Sénégal qui avait demandé un prêt à la banque pour améliorer les fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers. Pour ceux qui sont au Sénégal, ils savent que nous dépendons tous. Dakar, le Sénégal dépend essentiellement du lac de Guiers pour son approvisionnement en eau et qu'il est essentiel de conserver ses fonctions écologiques, notamment en sa capacité à fournir de l'eau potable. Et c'est à ce titre-là que le Sénégal, ayant comme agence d'exécution l'OLAC, l'Office du lac de Guiers, a initié de faire demander un prêt à la banque. Et dès qu'on a vu ce gâteau avec la banque, je leur ai dit sur ce gâteau-là, si vous regardez autour, qu'est-ce qui est d'intérêt mondial? Ce qui était d'intérêt mondial, c'était la réserve d'avifaune du Ndiayel. Et la réserve d'avifaune du Ndiayel, qui est un site Ramsar, à un moment donné, a perdu sa fonction écologique. Ça, vous regardez, c'est la grande mare asséchée complètement. Il y avait de l'eau asséchée. Et au début, vraiment, c'était une réserve d'avifaune qui avait été classée site Ramsar. Et vous savez, les sites Ramsar qui perdent leur fonction écologique, on les met sur une liste noire qu'on appelle le registre de Montreux.
Et que là, du fait de l'assèchement de la Grande Mare, qui n'était plus alimentée pour diverses raisons, notamment des cultures agro-industrielles qui ont occasionné une rupture de la continuité du réseau hydrographique, il n'y a plus d'eau dans la Grande Mare, donc conséquence, achèvement, et on n'avait plus d'oiseaux. Les oiseaux migrateurs qui venaient de loin, qui venaient de l'Europe, qui venaient saisonnièrement et retournaient, n'avaient plus d'habitat naturel. Et donc, vous percevez tout de suite l'intérêt pour l'environnement mondial. On a des espèces qui viennent de l'Europe, qui n'ont plus leur habitat naturel, du fait justement de cela. Et donc là, on a un intérêt pour l'environnement mondial. Et on s'est dit, en utilisant le gâteau de la restauration des fonctions écologiques du lac de Guiers, on pouvait y mettre une cerise pour restaurer les fonctions écologiques du lac de Guiers. Et c'est comme ça, en tant que consultant principal, j'ai élaboré le PIF pour la restauration et qui a été approuvé. Et on a eu des ressources pour élaborer le document détaillé de projet. Également, on l'a fait. Et l'idée, c'était une remise en eau de la Grande Mare. Et ça a été fait. Et quand on a réussi cette remise en eau-là, la conséquence, c'était extraordinaire. Tous les oiseaux sont revenus. Et à la COP 13, conférence des parties 13 des sites Ramsar, de la convention de Ramsar, cette convention a officiellement enlevé la réserve avifaune du Ndiayel sur la liste noire, de sa liste noire. On a là incontestablement un bénéfice pour l'environnement mondial. Et donc, vous avez vu comment on a réussi à faire prendre la mayonnaise. À l'origine, on a un gâteau qui s'appelle le Préfilag, financé par la Banque africaine de développement sur un don. Et puisque la Banque africaine finançait ce document, ce projet, tout naturellement, le Sénégal a choisi la BAD comme agence d'exécution. Si vous vous rappelez, la Banque africaine de développement fait partie des agences d'exécution du FEM. Donc, on a une seule agence d'exécution qui est en même temps la banque de développement qui a financé ce projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a raisonné. Donc, on a un gâteau qui est le financement de la BAD pour un projet qui doit assurer la pérennisation, qui doit garantir l'approvisionnement en eau du Sénégal. On met dessus un projet incremental qui doit assurer la restauration des fonctions écologiques de la réserve du Ndiayel. Donc, on a un baseline qui assure les objectifs de développement avec l'approvisionnement en eau. On a un surcoût qui assure la conservation de la diversité biologique. C'est exactement ce genre de synergie que le FEM cherche. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner la conception des projets DIEP. Ça demande de l'expertise, ça demande un niveau de conceptualisation, ça demande une expérience, ça demande une grande pratique pour pouvoir arriver à ce niveau. Et quand vous aurez de l'expérience, vous pourrez, dès que vous regardez un gâteau, vous dire que sur ce gâteau-là, telle cerise serait plus indiquée. Et si vous arrivez à ce niveau de compétence, vous aurez réglé la moitié du problème et vous ferez partie des consultants les plus recherchés. Si vous êtes dans les agences d'exécution, vous ferez partie des experts les plus prisés en matière de conception et d'élaboration des projets FEM. Donc là, c'est un exemple qu'on donnait de façon pratique pour illustrer comment on construit une idée de projet. Donc, pour en venir au PIF, le PIF, c'est le premier document, c'est la première requête à soumettre. C'est un document, c'est un formulaire que le PIF fournit. Et là, la précaution qu'il faut prendre, il faut toujours aller sur le site du FEM et télécharger le dernier formulaire, parce qu'il change souvent. Il est arrivé par expérience qu'on fasse un document jusqu'à la fin. Quand on soumet, on se rend compte qu'on n'a pas utilisé la bonne version. Donc, une première recommandation, c'est de vous assurer, à partir du site du FEM que vous utilisez le dernier formulaire. Maintenant, ce formulaire-là, pour le remplir, ça suit une démarche.
C'est une démarche inclusive, ça veut dire que c'est un document que vous ne pouvez pas faire enfermer dans votre bureau. Il faut un certain nombre de, disons, de dispositions pour pouvoir bien le remplir. Donc, c'est un document qu'il faut remplir très rigoureusement, aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, c'est un document qui a au maximum 12 pages. Il faut également que ce soit écrit en front Time New Roman 11. Il faut que ce soit en anglais, c'est impératif. Et donc, ça vraiment, c'est parce que tout simplement, quand vous aurez fini de le remplir, on le met dans une base de données et si les formats ne correspondent pas, certaines informations peuvent être amputées et biaiser la compréhension du projet. Et c'est la raison pour laquelle respecter rigoureusement la forme est importante. Mais avant d'initier le document de projet FEM, il faudra déjà comme je le disais tout à l'heure, vous assurer que vous avez une bonne idée de projet FEM. Et quand vous l'avez, avant de vous engager, vous passez par la phase d'initiation. Ça veut dire que ne vous hasardez pas à écrire un document FEM tant que vous n'avez pas l'accord, même si ce n'est pas écrit, l'accord de principe du point focal qui doit endosser. Parce qu'il est arrivé que certains s'hasardent à faire des PIF sans que le point focal opérationnel ne soit au courant ou même sans qu'il n'ait la volonté ou le bon vouloir de signer une lettre d'endossement, c'est peine perdue parce que tant qu'il n'a pas endossé le document, vous ne pouvez pas le signer. Et donc, il y a une phase de négociation à initier au plus haut niveau. Par exemple, pour le projet du lac de Guiers, c'est quand la BAD initiait ce document de préfilade, les responsables qui géraient ce projet, le ministère, c'est le ministère qui a fait les démarches auprès du ministère de l'Environnement pour avoir cette lettre d'endossement et avoir les requêtes faibles. Une fois que vous avez l'accord de principe, la lettre d'endossement, d'habitude, ce qui est plus indiqué, c'est de faire une petite note conceptuelle, sans utiliser même le format. Vous faites une petite note que vous partagez avec le point focal opérationnel et l'agence d'exécution. Ce sont les deux, ils doivent s'entendre. Une fois qu'ils sont d'accord sur l'idée, en ce moment, vous pouvez avancer. Maintenant, il faut vous assurer que vous avez tous les alignements nécessaires. Ça veut dire que votre gâteau, votre gâteau est conçu pour la circonstance. Est-ce que c'est un gâteau d'anniversaire? Est-ce que c'est un gâteau de mariage? Est-ce que c'est un gâteau de ceci ou de cela? Ça, c'est l'alignement avec le gouvernement. Une fois que vous avez cela, l'agence d'exécution aussi a ses stratégies internes. Si vous prenez le PNUD, si vous prenez la BAD, et ainsi de suite, est-ce qu'il y a un alignement? Si c'est la BAD, est-ce que c'est aligné, par exemple, avec ces 5 priorités, les high five? Et vous vous assurez que vous êtes dans cette ligne. Parce que c'est l'alignement qui permet à ces agences de justifier leur implication et de justifier, et ça va faciliter les cofinancements après, on va revenir à ça. Donc, il est important de l'aligner, mais également, last but not least, je l'ai mis en dernière position, l'alignement avec le FEM, parce qu'il ne faut pas faire le contraire. Il ne faut pas aller dans la stratégie du FEM et essayer d'aligner votre intervention sur ça. Non, vous partez toujours du besoin du gouvernement, vous l'alignez avec la stratégie de l'agence d'exécution et vous voyez maintenant dans quel domaine d'intervention, avec au singulier ou au pluriel, du FEM, les besoins du gouvernement s'intègrent. Et là, il y a un travail d'alignement. Et c'est une fois que vous avez une idée de cela, parce que, par exemple, pour le lac de Guiers, à l'origine, vous avez un besoin d'alimentation en eau potable de Dakar. Vous arrivez au niveau de l'agence qui est la BAD, qui finance cela, qui a des priorités en matière de développement de l'agriculture, développement social et autres, mais qui a également une politique de sauvegarde environnementale et autres. Et à ce niveau-là, c'est votre point d'entrée pour aller au FEM et vous avez vu qu'il y avait un besoin dans la zone pour une question de diversité biologique. Donc là, vous identifiez votre fenêtre en disant, je vais aller taper dans la fenêtre diversité biologique. Vous regardez avec le point focal opérationnel du Sénégal. Est-ce qu'il y a de l'argent qui reste dans ces allocations STAR? Et en ce moment, si oui, vous initiez de faire le PIF et c'est comme ça que vous faites les alignements nécessaires
Et tout le processus vise à justement assurer ces alignements, mais également le bénéfice pour le FEM. Et une fois que vous avez une idée de ce que vous allez faire, le problème, comment vous allez l'aligner, c'est là où vous constituez votre équipe. Et c'est important. Ici, dans le cas d'espèce, par exemple, pour constituer l'équipe, l'élément, la ressource humaine la plus importante, c'était un spécialiste en conservation de la diversité biologique. C'était le cœur, parce qu'à chaque fois que vous faites un projet PIF, et là, il faut vraiment le noter en rouge, ils cherchent ce qu'ils appellent le state of the art, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Le sommet de l'art, les dernières techniques en matière de conservation d'avifaune, vous devez les avoir. Et pour ça, il n'y a que les spécialistes de l'avifaune. Donc, vous devrez avoir votre équipe, le moteur, le chef d'équipe pour faire ce genre de choses devrait être un spécialiste en avifaune. Et c'est comme ça qu'on constitue les équipes. Beaucoup de projets ont eu des problèmes parce que la constitution de l'équipe était biaisée. Et au début, il faut une équipe légère et multidisciplinaire pour conduire, pour faire ce document de PIF. Et par expérience, bon, je ne sais pas les autres, mais entre une semaine et 15 jours maximum suffisent. Personnellement, moi, je le fais en une semaine, mais 2 semaines, 10 jours devrait être un délai raisonnable pour recruter des consultants pour faire cela. Et une ressource importante, c'est le spécialiste en ressources, disons en politique de sauvegarde environnementale et autres. Et c'est là où interviennent notamment la question du genre. Elle est essentielle. La participation et le genre, c'est une demande, une exigence du FEM et que dans tous ces aspects, il faut voir comment adresser ces questions-là. Maintenant, une fois qu'on a l'équipe et tout, on va à la consultation des parties prenantes. Je vous le disais, la participation, elle est essentielle. Et d'ailleurs, dans le document du FEM, on demande toujours comment le processus de consultation a été conduit. Et il faut le documenter. Et il y a différentes techniques, et ça nous verrons, des outils de consultation, le stakeholder mapping et autres, pour assurer une bonne participation. Ensuite, une chose importante à ce stade de développement du PIF, c'est de négocier les arrangements de gestion, les arrangements de mise en œuvre. Il y a les agences d'exécution, qui sont, que j'ai cité, la BAD, la BOAD, la Banque mondiale et autres et tout. Maintenant, qui va mettre en œuvre? Et c'est là, en général, où on a de grosses difficultés. Votre projet peut échouer du fait d'un mauvais arrangement de gestion. Si vous choisissez pas l'entité de mise en œuvre la plus indiquée, vous allez vers des blocages certains. Et par expérience, on a eu dans certains pays où certains ministères ont voulu s'accaparer du projet et ont fait un mauvais arrangement institutionnel et ça conduit à des blocages et beaucoup de problèmes. Donc, et c'est en ce moment du PIF qu'il faut mettre les arrangements institutionnels parce qu'une fois qu'il doit être verrouillé au niveau du PIF, quand vous le verrouillez ici au niveau du développement du document détaillé de projet, ça posera pas beaucoup de problèmes. Mais quand vous arrivez, à ce stade, vous indiquez que l'agence de mise en œuvre, l'entité de mise en œuvre, c'est telle direction de tel ministère. Au niveau du PPG que nous verrons après, vous décidez de le changer. Là, vous devez de très sérieuses explications au secrétariat du FEM qui ne va pas le prendre pour argent compté. Il va falloir extrêmement bien le documenter pour pouvoir faire ce changement, sans quoi vous ne pourrez pas faire le changement nécessaire. C'est dans cette ligne-là qu'on le met, vous ne pourrez pas le faire. Et il est important de bien préciser les choses. Et les processus de recrutement, comment les choses vont se faire, tout. Et il y a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, c'est un point de vigilance sur lequel j'ai voulu attirer votre attention. À ce stade aussi, il faut identifier les cofinancements potentiels. C'est juste identifier. Il ne s'agit pas à ce stade de confirmer. C'est de dire potentiellement, on a la possibilité d'avoir des cofinancements dans tel. Mais bien que ce soit des cofinancements potentiels, il faudra que ce soit réaliste. Parce que ça vous permet de donner un chiffre ici
approximatif du niveau de cofinancement requis. Parce que pour tous les projets FEM, comme je l'ai dit, il faut un cofinancement. Et si vous vous hasardez, juste pour faire passer votre projet, à mettre des cofinancements que vous n'êtes pas sûr de mobiliser, quand vous arriverez à la seconde étape de développement du CEO endorsement, vous aurez tous les problèmes du monde. Parce qu'entre ce que vous avez annoncé et ce que vous avez mobilisé, si c'est sans commune mesure, votre projet ne sera pas approuvé. Et donc, ça, il faut faire très attention à cela. Et donc, après la consultation et tout, vous passez à l'élaboration de votre PIF que vous faites valider. Il est important de faire valider toujours le PIF par les parties prenantes au niveau du gouvernement sous la direction du point focal opérationnel pour être sûr qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. On a eu également par expérience où des agences d'exécution ont fait des PIF, l'ont soumis sans même que le point opérationnel ne voit le document, même si, et c'est ça le paradoxe, il l'a endossé. Moi, j'ai vu des points focaux opérationnels pour diverses raisons que je ne citerai pas, qui ont endossé des PIF qu'ils n'ont même pas vus. Parce que simplement le ministre les appelle en leur disant « endossez-moi ce PIF-là ». Et donc, c'est arrivé aussi, mais on a toujours des problèmes après. Et après ça, il y a la soumission et toute la phase de revue du PIF. Et donc là, j'attire un point de vigilance, c'est vraiment choisir les membres de l'équipe. Mais encore une fois, élaborer un PIF n'est pas une chose aisée, c'est la chose la plus importante. Parce que quand le PIF est bien élaboré, la requête détaillée n'est qu'un développement. Et donc, si vous devez initier un document de projet, il faut nécessairement mettre l'emphase sur le développement du PIF. Quand vous le faites très bien, les autres suivent. Et quand vous le faites pas assez bien, il arrive quelquefois le PIF soit approuvé sous réserve de certains commentaires qu'il faudra régler pendant la phase de mise en œuvre, la phase de développement du CEO endorsement. Et ça va être encore beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut faire attention, traiter et développer avec le plus grand sérieux le PIF. Et comme je l'ai dit, le PIF, quand il est approuvé, il vient avec des fonds préparatoires. Et ces fonds préparatoires permettent de recruter des bureaux de consultants ou des consultants individuels pour développer le PIF, le PPG, le Project Preparation Grant, pour développer ce qu'ils appellent le document détaillé de projet, le CEO Endorsement Letter. Et donc, bon, ça j'aurais dû le dire un peu plus tôt, au niveau du FEM, il y a, à ce stade-là, il y a plusieurs FEM. Il y a deux divisions du FEM. Il y a, ça je ne l'ai pas cité, il y a le micro-FEM au niveau des États qui gère les micro-subventions. Et il y a le grand FEM, comme on l'appelle dans notre jargon, qui est celui-là, qui est celui dont je parle, qui gère les projets de moyenne taille qui vont jusqu'à 2 millions de dollars. Jusqu'à 2 millions de dollars, vous avez un projet de moyenne taille. Au-delà de 2 millions, vous avez des projets de grande taille. Et vous avez aussi la possibilité d'introduire des programmes et autres et tout. Et l'arrivée des programmes, des méga-programmes de plus de 200 millions de dollars, des impact programmes et autres, qui sont développés aussi. Mais il faut juste retenir que les projets de moyenne taille s'arrêtent à 2 millions de dollars et au-delà, c'est des projets de grande taille. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est choisir le type de projet, la taille, grande taille. Quand vous cliquez ici, il y a un onglet qui sort. Vous choisissez le titre du projet. Pour la formulation du titre du projet aussi, c'est important. Il faut savoir formuler le titre d'un projet, c'est extrêmement important. Et ça, on n'aura malheureusement pas l'occasion, parce que là, il ne s'agit pas d'une formation, mais d'une information. Mais la formulation du titre du projet est également très important. Et lors de la formation que nous prévoyons de faire, nous allons vous montrer comment on formule un titre du projet. Le choix des agents d'exécution, j'en ai parlé, les entités de mise en œuvre également, le choix des entités de mise en œuvre et tout. Et donc, pour le développement du document détaillé du projet, qu'on appelle le CEO Endorsement Request, les agents d'exécution font toujours même appel à des consultants.
Ça peut être des consultants individuels. Ils peuvent décider de recruter individuellement des consultants en tel ou tel domaine. Ils peuvent simplement décider de recruter un cabinet de consultants et lui donner la charge de délivrer le document. Ce cabinet aura la responsabilité de consulter son équipe, tout, et pour délivrer. Et donc là, il est important de pouvoir, pour les entités de mise en œuvre, élaborer des termes de référence. Il y a eu beaucoup de difficultés pour les agences d'exécution et par ricochet pour les pays qui attendent ces documents de projet avec les consultants, tout simplement parce que les termes de référence n'ont pas bien été conçus. Et une des grandes omissions dans ces termes de référence, c'est la revue de femmes. En général, on recrute un cabinet de consultants, il fait le travail, balance ça à l'agence d'exécution et s'en va. Et l'agence d'exécution, le FEM fait des commentaires et les renvoie à l'agence d'exécution, qui se retourne et voit que son consultant a disparu parce que dans son contrat, il n'y a pas cette clause de révision. Donc, un premier point de vigilance, quand vous recrutez un consultant, assurez-vous que vous avez de la marge pour le retour. Quand le document va être retourné par le GEF, que le consultant ait la possibilité de revenir dessus. Mais là, c'est une précaution, mais la première précaution, c'est vraiment dans la mise en place des équipes. C'est pourquoi j'ai mis en place équipe. Parce que autant vous aurez besoin d'un consultant, autant il est critique d'avoir une équipe nationale qui est le répondant et qui assure même le lead. Le consultant vient en appui. Trop souvent, on recrute des consultants et on leur donne toute la charge et ils assurent même le lead du développement de cette requête alors qu'ils ne devraient pas. C'est l'équipe pays qui a la charge et la responsabilité de conduire ce processus et que dans la mise en œuvre des PPG, il faut mettre l'emphase sur l'équipe pays, la contrepartie, et s'assurer que dans les fonds PPJ alloués à l'agence d'exécution, une partie aille à la rémunération, à la prise en charge de cette équipe pays. Beaucoup ne le font pas et c'est une erreur stratégique qui impacte réellement sur la qualité de la requête. Donc ça, il faudra faire un arbitrage quand les agents d'exécution reçoivent les fonds préparatoires, combien de ces fonds vont aller à l'équipe pays et combien va aller au consultant. Tout partager entre le consultant et l'agence d'exécution est une erreur à ne pas commettre. L'équipe pays est l'équipe la plus importante et on doit mettre l'emphase pour avoir des répondants. Parce que quand le Jeff fait un commentaire, votre consultant aura disparu ou même s'il est là, c'est accessoirement qu'il va répondre. Il a déjà encaissé son argent, il n'est pas dans les dispositions de passer beaucoup de temps à répondre à des questions, alors que l'équipe pays est sur place. Et en général, la stratégie, c'est l'équipe pays de base qui a fait le PPJ, qui est conservée pour constituer le noyau pour la mise en œuvre du projet. Parce que ce que je vous ai pas dit, les fonds PPJ qu'on vous donne, c'est une avance sur le total du projet demandé. Donc, il est important de mettre en place le noyau et c'est comme ça qu'il faut raisonner le développement du PPJ. Et donc, durant cette phase, il y a une mission de terrain, de collecte de données, la situation de référence, baseline analysis en détail, les études de faisabilité technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple pour les Ndiaye, les autres, il a fallu faire venir des hydrologues, des spécialistes en eau faune, comment tout cela devrait se faire. Les PGS, les plans de gestion environnementale et sociale. Il faut beaucoup travailler à la confirmation des cofinancements et là, à ce stade, il faut des documents signés. Et il y a beaucoup de façons de confirmer avec des MOU, des protocoles d'accord et ainsi de suite, des contrats et tout, whatever. Mais il faut les confirmer avec des documents écrits qui sont annexés à ces documents-là. La budgétisation et autres. Et il faut passer à la rédaction du document, de la requête finale, qui est un document détaillé, qui n'a pas de limite en termes de pages, mais qui a des spécifications avec des annexes et autres. Et également, sous le même format,
Il faudra le faire selon le format requis par le FEM et il est soumis en anglais. Et il faut, quand j'ai dit en anglais, il faut vous assurer d'avoir un traducteur professionnel parce que quand vous mettez votre document sous Google Translate ou ce genre de traducteur automatique, vous avez une catastrophe. Vous pouvez à l'origine avoir un excellent document en français. Quand vous le traduisez, vous avez du charabia et j'ai vu des documents rejetés tout simplement du fait de la faible qualité de la traduction. Donc, c'est important de mettre une attention particulière sur ça. La revue et la validation des parties prenantes, elle est importante. Il faut toujours faire valider le document. Et pendant cette phase de développement, il y a deux milestones, comme on dit. C'est le premier, c'est l'atelier de lancement, le Inception Workshop. Une fois que vous avez recruté, fait vos équipes, entre le 2 et le 3, vous avez un atelier de lancement, le Inception Workshop, qui est un atelier d'information, d'implication des parties prenantes, mais surtout qui est un atelier de renforcement de capacité et de mise à niveau. Vous devez, durant cet atelier, vous assurer que les membres des différentes équipes, aussi bien de l'agence d'exécution, des consultants que des pays parlent le même langage, ont la même vision et comprennent ce qu'il faut délivrer. C'est une étape critique du processus. Et l'autre étape critique, c'est la validation avec un atelier de validation. Et d'ailleurs, tous ces processus sont documentés sont enregistrés dans les documents. Donc, ça suit ce processus. En général, ça peut durer entre 3 et 6 mois pour conduire tout ça. Mais encore une fois, cela dépend de la qualité des consultants. Et quand je dis qualité de consultants, pas seulement des consultants, mais des répondants, des parties prenantes au niveau des pays aussi, des gouvernements. Parce que là aussi, par moment, on a constaté beaucoup de faiblesses et beaucoup de blocages. Et donc, avoir toutes les parties prenantes avec de bonnes capacités est essentiel et détermine essentiellement la durée de maturation du projet, de l'initiation à l'approbation finale. Donc ça, c'était le deuxième document essentiel. Et une fois qu'il est approuvé, on passe à la mise en œuvre. Donc là également, ça demande une grande expertise, chacun dans son domaine, comment constituer l'équipe et tout. Et vous allez voir que dans la formation que nous proposions, c'est pas seulement pour les environnementalistes, tous ceux qui sont membres de l'équipe, qu'ils soient des financiers, parce que pour faire le budget, il faut un financier, mais il faut un financier qui a la langue verte. Il faut quelquefois par moment un informaticien qui a le clavier vert. Et donc, il est important que tous les membres de l'équipe aient une bonne compréhension du processus, notamment de l'approche incrémentale du FEM. Et en ce moment-là, vous verrez que les choses vont aller beaucoup plus fluidement et de façon, et vous allez avoir des résultats assez intéressants et votre projet sera approuvé sans grand commentaire. Et personnellement, il m'est arrivé de faire passer des projets au Jeff sans aucun commentaire du JeffSec qui l'approuve tel quel, puisqu'il a rempli tous les critères, juste pour dire que c'est possible. Et là, pour en savoir plus, comme je le disais, par rapport au processus de formulation, il y a le site. Là, vous avez beaucoup d'informations sur les orientations stratégiques et autres, les formulaires, ou les télécharger et tous les points focaux. Vous avez leur adresse, combien d'argent il reste dans le Jeff et tout. Pour choisir également les domaines focaux, parce que dans la biodiversité, il y a beaucoup de sous-domaines et c'est dans le document de stratégie que vous verrez ça. Et donc, il est important quand vous faites un projet Jeff, vraiment, de prendre, même si vous êtes un habitué, un expérimenté, il faut toujours consulter le site du Jeff parce qu'il y a toujours des mises à niveau. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des mécanismes de financement, des conventions, et ces mécanismes évoluent au fur et à mesure que les conventions évoluent. Vous voyez par exemple ce qui se passe actuellement à la COP. Il y a des décisions qui vont être prises. Ces décisions vont être répercutées, vont se refléter dans le financement de l'adaptation et de l'atténuation au niveau du Jeff, par exemple. Vous allez pour la Convention de la lutte contre la dégradation des terres, le UNCCD, avec le LDN, Land Degradation Neutrality. Toutes les évolutions dans ce domaine, vous les retrouverez dans le Jeff aussi.
la même chose pour la biodiversité avec la convention, disons, avec le Aichi framework, ainsi de suite. La certification, comme j'ai dit, vous donne les basics, mais ne vous forme pas à l'élaboration des projets FEM. Et là, et si vous voulez vraiment apprendre à élaborer un PIF et un document détaillé de projet CEO Endorsement Letter, vous avez le GDP international qui vous forme concrètement à pouvoir délivrer un projet, un PIF ou un PPJ. Et d'ailleurs, l'approche de formation est une approche très pratique parce qu'on vous dit en venant à la formation, vous venez avec une idée de projet et vous sortez avec un PIF. Et donc, pour dire que c'est très concret, et là, je vous présenterai les détails de la formation, mais là, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire cette formation-là. Et donc, parlant de notre programme de formation, nous proposons un certain nombre de formations. Ici, c'est par rapport aux femmes, oui, parce que nous parlons de femmes, mais nous en avons d'autres sur le Fonds vert climat, mais ça va être un autre webinaire à venir. Le prochain va porter sur le Fonds vert climat, le GCF, avec la même démarche. Mais pour ce qui concerne de ce module de formation que nous proposons, j'ai présenté le curriculum, les modalités de participation et autres. Et également les autres services liés aux femmes également que le cabinet G2P international fournit pour tous ceux qui sont actifs dans le programme. Donc, nous sommes sur le point de lancer la première session de Dakar et retenez simplement, voilà, donc je vais revenir aux modalités. Le curriculum s'articule comme suit. Vous avez un premier module qui fait, disons, une mise à niveau en matière de management de projet. On rappelle les fondamentaux et les principaux outils de management de projet. Aussi paradoxal que ça paraisse, beaucoup de gens parlent de gestion de projet, mais ont des grandes faiblesses, loupent les fondamentaux. Et d'ailleurs, une des recommandations majeures que je fais, c'est toujours de conseiller à ceux qui veulent aller dans ce domaine-là, de se former en management des projets. Et des certifications que j'aime beaucoup, pour ne pas les citer, Prince2 et PMP. Il y a d'autres certifications également de Centrale Lille en gestion des projets. C'est extrêmement important d'avoir les outils en matière de management des projets. Les outils de diagnostic, les outils de budgétisation, les outils de planification, les outils de gestion, les outils de contrôle. Il y a vraiment matière, intérêt à maîtriser les outils fondamentaux. Et pour notre formation, on va simplement rappeler quelques outils essentiels qui sont indispensables. J'en prends un, par exemple, c'est la consultation des parties prenantes, le stakeholder mapping, qui permet de faire une cartographie de tous les intervenants, de toutes les interventions, parce que le GEF accorde une importance capitale à ne pas dupliquer, d'une part, les interventions du GEF, mais également à construire des synergies entre différentes interventions. Si vous faites un projet GEF sans faire ce stakeholder mapping, sans faire la cartographie détaillée de votre intervention, et si par hasard le GEF, et le GEF le saura d'ailleurs, que là où vous voulez intervenir, par exemple, il y a une autre agence qui intervient ou qui planifie quelque chose dans ce domaine, ou il y a simplement le microfem qui intervient dans ce domaine. Si vous ne le signalez pas, si vous ne dites pas comment ça s'articule, votre projet, le GEF le tue sur le champ, parce qu'il n'est pas acceptable pour eux d'avoir une duplication. Donc, savoir faire le stakeholder mapping, avoir les outils de stakeholder mapping est critique. La théorie du changement, un autre outil qui est important, Theory of Change, qui est un outil vraiment fondamental pour structurer le cheminement du problème au livrable. Et c'est une bonne base qui permet d'avoir une cohérence d'intervention et qui va servir de base à structurer le cadre logique. C'est un outil important. Donc, ce sont des outils fondamentaux comme ça
que dans le premier module, on va rappeler, on va faire des exercices et qui vont être utilisés directement dans le design du PIF et pour sa conception. Donc, pour le module, ce sera les fondamentaux. Mais encore une fois, ceux qui sont certifiés PMP, Prince2 et autres certifications en gestion de projet auront l'essentiel des outils, mais n'empêche, nous choisissons un certain nombre d'outils clés à leur présenter et comment on les utilise dans le cadre de la formulation des projets de DIAF. Et donc, pour le premier module, ce sera ça. Pour le deuxième, ça passe par une compréhension fine du FEM. Il y a le site CERT qui est là, qui est en anglais. Il y a la certification dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le FEM qui est là. Mais il est important de comprendre le FEM dans ses subtilités, dans ses sous-objectifs, dans sa stratégie d'intervention, comment faire les interactions, et surtout dans la conceptualisation. Par exemple, ok, on dit cofinancement, mais c'est quoi un cofinancement, par exemple? Certains pensent que dès qu'on parle de cofinancement, c'est de l'argent cash qu'il faut prendre et mettre. Ils vous disent, ah, nous, on n'a pas de cofinancement. Alors qu'ils ont, par exemple, un projet financé par la BAD, alors qu'ils ont des agents financés qui, pour les affectés par le gouvernement et pour qui les salaires sont payés, et qui ont des voitures de service, et tout ça peut être capitalisé comme cofinancement. Donc, il y a une compréhension fine à avoir des concepts, et dans ce module-là, nous vous donnons toutes ces subtilités. Cofinancement, financement parallèle, ça sont simplement, ce sont quelques exemples. Mais dans les fenêtres opérationnelles, qu'est-ce qui relève des eaux internationales, qu'est-ce qui relève de l'adaptation et autres, comment, à partir de la problématique, choisir le domaine d'intervention, est-ce qu'il faut aller vers la diversité biologique, est-ce qu'il faut aller vers la lutte dégradation des terres pour la conservation des habitats, ou est-ce qu'il faut un cross-cutting qui intègre beaucoup de domaines focaux. Et c'est dans cette subtilité-là que nous allons aller quand il s'agira de ce module-là et avoir une compréhension beaucoup plus fine du FEM. En Wolof, comme on dit, Khamlou les Wahul. C'est un peu ça. Il faut vraiment comprendre les non-dits de ce qu'il y a dans le FEM. Maintenant, après, on en vient aux techniques à proprement parler d'élaboration de requêtes. Et là, c'est avec des exemples concrets, comme j'ai dit, ce ne sera pas une formation théorique. On part d'une idée de projet. On va dans la salle demander à ce qu'on nous donne des idées de projet par rapport à des besoins réels du pays sur lesquels on va concrètement travailler. Lors d'un atelier, si on a 3 idées de projet, à la fin de l'atelier, on va sortir avec 3 documents de PIF, Project Information Form. Et on va, suivant les besoins et d'après tout ce que j'ai expliqué, on va cheminer comment, avec le mind mapping, quand je parlais des outils, il y a le mind mapping qui est important aussi. Avec le mind mapping, comment on va faire pour structurer une idée de projet et aller vers le choix du domaine d'intervention du FEM et tout, et que de façon très concrète, on va aller vers l'élaboration et la rédaction d'un PIF. Donc, au sortir de ce module, les gens vont sortir avec un document de PIF conçu en bonne et due forme. Et on va donner également expliquer, parce que le PPG, la requête détaillée, suit presque le même canevas, mais est plus approfondi et on donnera les détails par rapport à ça. Ensuite, on va y ajouter un autre module, qui est un module beaucoup plus stratégique, parce que là, on est dans les opérations, maintenant dans la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Les portefeuilles FEM demandent quand même une certaine planification, il faut les organiser. Et là, aussi bien pour les États, pour les agents d'exécution, mais également pour les consultants, il est important de travailler stratégiquement à développer un portefeuille, à développer un business model. Et là, nous allons expliquer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme je l'ai dit précédemment, quels sont les business models selon les différentes parties prenantes à développer pour tirer le mieux du FEM
au grand bénéfice du FEM aussi, parce que le FEM souffre beaucoup de ce déficit de planification stratégique. Les interventions vont de gauche à droite et le FEM tient beaucoup à avoir un impact par rapport à ce qu'il fait et il est important et nous allons expliquer pendant ce module comment surveiller les choses pour les pays, par exemple. On va expliquer comment faire pour allouer son allocation parce que pour chaque cycle de replenishment, pour chaque cycle de reconstitution du FEM, pour la phase 8, par exemple, il y a un certain nombre d'éléments. Et un des éléments critiques, par exemple, chaque État est noté sur la qualité de la gestion de ses projets FEM. Il y a un barème de notation. Et si le barème de notation est bien, son allocation va augmenter. Et ça sont des éléments importants. La capacité également à délivrer rapidement des projets, tout est noté. Et donc, on va leur expliquer comment faire pour bénéficier au mieux du FEM, mais également pour allouer son allocation au niveau du chef, pour les agences d'exécution. Et là, c'est eux vraiment qui ont vraiment besoin de planifier stratégiquement. Comment stratégiquement on construit, on met en place une unité autonome dédiée aux questions de FEM. Et ça, on a de très grands experts et une très bonne expérience par rapport à ça et on pourra l'assurer ça. On fera des offres, on est disposé à travailler avec les agences d'exécution pour leur permettre de tirer le meilleur du FEM. Pour les consultants également, on a des business models et le webinaire que je suis en train de vous présenter fait partie intégrante du business model pour GDP International pour développer un portefeuille d'actifs FEM dans ses activités. C'est une illustration parfaite. Pour le module 5, ce sont des exercices pratiques. On va de façon plus concrète. Ici, je disais qu'on va sortir avec des documents PIF, ce sont des drafts. Ensuite, on va demander aux différents groupes d'échanger les PIF et on va les passer au screening. On va faire la revue, l'évaluation de ces documents élaborés. Le groupe 1 va évaluer le document du groupe 3 et vice-versa. Et on va les évaluer selon les critères d'approbation du FEM. On va utiliser les critères d'approbation du FEM pour évaluer les PIF qui ont été faits. Ça a le double avantage de permettre à ceux qui élaborent les documents de projet de savoir qu'est-ce qui les attend, quel est le niveau d'exigence, mais ça a l'avantage aussi de permettre ceux qui sont dans les agences d'exécution, qui ont la responsabilité de s'assurer de la qualité du projet avant soumission au FEM, de faire leur screening avant de l'envoyer au FEM. Parce qu'il est stratégique pour ces agences de faire eux-mêmes leur propre screening, de s'assurer que c'est OK avant de le faire, plutôt que de laisser le travail au FEM. Et là, il y a une question de réputation qui se joue sur les agents d'exécution du FEM. Et les agents du FEM, les collègues que j'ai au niveau du FEM en savent quelque chose. Il y a certaines agences d'exécution qui ont une très mauvaise réputation au niveau du FEM pour la pauvre qualité des documents qu'ils soumettent. Et raison pour laquelle elles doivent se former pour soumettre des documents de qualité au niveau du FEM. Et ça, c'est stratégique. Donc, cet exercice-là, ce sera essentiellement cela. Et à l'issue, il y aura une évaluation, comme toute certification digne de son nom, pour être sûr que ceux qui ont maîtrisé les concepts recevront la certification. Ceux qui ne réussiront pas, ils auront l'occasion de le refaire, mais dans les délais impartis, ils recevront une attestation de participation et pas de certification. Donc là, c'est le principe de la formation que nous proposons, ce sont les modules. Et donc, on a d'autres services que nous proposons au niveau de notre cabinet, c'est l'assistance technique avec la formulation au projet DIF. Nous répondons aux appels d'offres comme tous les cabinets de consultation pour élaborer des PPG et nous constituons des équipes et tout. Nous faisons de la formation et de l'information comme ce que nous sommes actuellement en train de faire et de planifier. Et comme je vous l'ai dit, nous faisons de la planification stratégique. On le fait au niveau in situ, mais on a un grand programme intéressant
Pour les senior managers qui se déroulent à Washington sur 15 jours. Avec les senior managers, on va à Washington et notamment ça nous permet de visiter la Banque mondiale, le FEM qui est sur place et vraiment travailler de façon stratégique sur la planification environnementale. Nous vous présenterons toutes ces offres également. Maintenant, les modalités pratiques, ce sont des séminaires sur 5 jours, du lundi au vendredi, que nous organisons dans les 8 pays de l'UMOA. Et c'est en présentiel